tous et toutes. Je suis Olivier Le Goër et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. C'est le logo que vous voyez en haut à droite. Et j'ai co-créé, je copilote un groupe de travail en fait autour de la génie de la programmation et du logiciel. Et c'est pour ça que je vais vous faire une présentation uniquement centrée sur la partie software. Et j'ai un sous-titre qui est Tactics, Patterns and Smells. Alors, j'ai laissé les slides en anglais pour plusieurs raisons, et notamment que ça se traduit pas très bien en français, parce que ça voudrait dire stratégie, motif et odeur. Vous voyez, c'est pas génial. Et ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est une revue de littérature académique, qui inclut notamment aussi mes travaux, pour vous montrer un peu ce qui se passe quand on veut attaquer le problème au niveau logiciel. Euh, En fait, c'est une vieille histoire puisque on trouve un vieux papier publié en 2011 qui s'appelle le Greensoft Model, où justement ils avaient déjà cette idée que il faut voir le problème de manière holistique, c'est-à-dire avec les différentes phases du cycle de vie du logiciel. Donc on trouvait déjà ça. On trouvait l'idée que la durabilité, en fait, c'est un attribut de qualité comme un autre. Et moi, j'aime beaucoup cette idée. Comme il y a la sécurité, par exemple, et ben, il y a la durabilité. On appelle ça une propriété non fonctionnelle. Et puis, il y avait déjà aussi, vous voyez, dans le bloc du bas, l'idée qu'il faudrait des recommandations et des outils très importants, notamment pour les développeurs hein, qui sont en attente de ce genre de choses. Et donc, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé entre ce papier-là et puis aujourd'hui. Euh, donc je dis, ce sujet, il est voilà, qui a été évoqué en 2011, il est totalement au cœur de l'actualité. Il n'y a pas beaucoup de définitions. Alors j'ai trouvé, je vous ai mis une définition à gauche que j'ai trouvée dans un papier allemand de 2023 et que j'aime bien, qui dit en fait le Green Code, c'est l'acte de concevoir, développer, maintenir et réutiliser des systèmes logiciels, mais d'une manière qui nécessite le moins d'énergie et de ressources naturelles possible. Et il ajoute les méthodes et les pratiques du green coding. C'est tout ce qui va dans ce sens-là en fait. Et j'ai mis en couleur trois choses. Comment dire? Parce que cette définition, si vous prenez les mots en vert que j'ai mis en vert, bon, là elle parle de l'aspect écologique. Les aspects orange, c'est classique hein, dans le software. On conçoit, on développe, on maintient, on réutilise. Et le fait qu'il y ait méthode et pratique, ça montre qu'il peut y avoir une ingénierie. Et donc tout ça, ça fait bien du green software engineering, c'est-à-dire du génie logiciel vert. Et c'est ça mon sujet de recherche. Donc j'aime beaucoup cette définition. Et dans un autre papier que la même personne a écrit un an après, il s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a des universités dans le monde qui ont commencé à expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est le green software engineering ou le green coding. Et alors, ce qui est assez rigolo, vous voyez peut-être, il y a la France, et à la France, il y a l'Université de Pau des Pays de la Dour, donc là où je travaille, puisque moi et mon collègue, je ne sais pas si Adèle est connectée, on, on a poussé fort pour créer un module, en fait, totalement dédié à ces questions au niveau master, par exemple. Donc c'est en train de bouger. Autre élément qui montre la tendance, quand on est du domaine, en fait, il y a une conférence internationale qui s'appelle ICSI, qui est en fait le top mondial de l'ingénierie logicielle chez les académiques. Et ils ont, depuis quelques années, bon là c'est cette année, vous voyez, ils ont un workshop dédié au logiciel. Donc c'est vraiment des gens qui se consacrent que sur l'aspect logiciel, l'aspect vert et durable du logiciel. Et parmi les topics, il y a justement les mots que j'ai prononcés, tactique, pattern, etc. Donc on est vraiment dans le sujet. Et si ça vous intéresse, ça y est, les papiers acceptés ont été listés. Vous allez sur ce workshop et vous trouverez, à mon avis, des sujets qui vont beaucoup vous intéresser. Parce qu'on y trouve aussi une mine d'or hein, pour voir ce que font un peu les chercheurs dans ce domaine. Donc je vous encourage à aller jeter un œil. Alors je vais commencer par un peu de provoque. Brûler ses idoles, ça veut dire qu'il faut renoncer à certaines croyances que le développeur peut avoir concernant ce que serait le green software, le logiciel vert ou le green coding. Bon, ça n'engage que moi, mais je vais quand même me baser sur de la littérature scientifique.
Je vais commencer par un truc qui a beaucoup tourné. C'est un papier de 2021. Enfin, il a été publié en 2017 et il a été réédité en 2021. Ce sont des gens qui font du génie logiciel, hein. Donc c'est ça qui est intéressant de voir quelle est la formation de ces gens-là. Et ils se sont dit, on va trier les langages de programmation par leur efficacité énergétique. Donc vous avez dans la colonne de gauche des langages, on va dire, les plus connus, et puis à droite, vous avez donc des joules. Donc c'est de l'énergie, hein, ils sont triés par rapport à l'énergie. La baseline, c'est le C, et puis le mauvais élève, si vous voulez, c'est le Perl. Bon, alors, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Je dis juste, regardez, je prends l'exemple du mobile. Les grandes plateformes mobiles, en fait, dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils, en fait, et de la couche logicielle, hein. Google ne fait que la couche logicielle. Et pourtant, remarquez que eux, ils sont restés à Kotlin, anciennement Java, hein, pour faire des applications Android, et Swift, anciennement Objective-C, pour faire des applications OS. Ils ne se sont pas du tout occupés. Comment dire, ça ferait une contradiction en fait. Donc, parce qu'ils savent au fond d'eux que c'est pas là que ça se joue. D'ailleurs, Android a une version spéciale qui s'appelle l'édition Go, qui est fait pour les périphériques très contraints, pour les marchés émergents. Il y a plein de règles à respecter pour le développeur, très 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 difficile, mais à aucun moment on vous demande de coder en C ou en Rust. C'est pas du tout la question. Parce que je pense, ce que j'essaie de dire, c'est que la réponse, elle réside dans des choix que vous allez faire dans ces langages et pas le choix du langage en lui-même. Après, il y a les gens qui. Alors, ça, c'est un papier qu'on vient juste de publier avec Adèle, mon collègue Adèle, sur ce qu'on appelle historiquement les design patterns orientés objet. Et on s'est amusé à se dire, mais qu'est-ce que ça change en fait d'être conforme au design pattern ou pas? Alors en gros, on a comparé des codes avec ou sans les design patterns. C'est l'axe des abscisses. Ici, vous voyez les design patterns historiques, hein, ils ont un adapteur, bridge, builder, etc. Et en gros, ce que notre étude a montré, c'est que vous respectiez des patterns ou pas, vous avez une variation énergétique en dessous de 5%, c'est-à-dire que c'est que dalle. Donc ça montre que se dire ah je fais du bon code parce que je mets des beaux patterns dedans, bah en fait ça change rien d'un point de vue efficacité énergétique. Donc ça veut dire que c'est pas là non plus qu'est la réponse. Toujours pareil, dans la littérature, il y a ce qu'on appelle des refactoring orientés objets. Donc là, il y a un papier de nos amis lillois qui essayaient de voir, en fait, ils étudiaient l'évolution de grands dépôts de code et en fonction des commits des gens, regardaient qu'est-ce qu'ils refactorisaient. Alors, ce qu'on appelle des refactorisations, donc c'est un papier de 2021, ce qu'ils appellent des refactorisations, vous voyez, c'est sur le tableau sur la droite, changer le type d'une variable, renommer un paramètre, changer le type d'un paramètre, déplacer une classe, ajouter une annotation, déplacer une méthode, etc. Changer la hiérarchie d'héritage et tout ça. Bon, alors, ils ont regardé, qu'est-ce que ça changeait avant, après. Et bah, globalement, ils montrent que bah, ça change pas grand-chose. Et donc, c'est intéressant. Ça veut dire que le développeur améliore son code, mais d'un point de vue efficience énergétique ou vert, ça change rien, ou pas grand-chose. On va plutôt dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je reviens sur le nom de ma section, c'est brûler ses idoles. Ça veut dire, ah mais en fait, ce qu'on considère comme étant bien, c'est très bien de refactoriser son code, c'est très bien d'avoir des design patterns, mais c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de montrer. Et puis il y avait aussi des gens qui ont fait des études sur les codes smell orientés objets, qu'est-ce que ça fait sur l'énergie. Regardez hein, le nom des articles. Hein. Alors à gauche, vous aviez quelqu'un qui avait pris du code Python et qui avait lancé un linter qui s'appelle PyLint, qui donc a des règles de bon codage, on va dire, et il corrigeait les problèmes et il comparait avant-après. Et alors lui, il explique dans son papier que c'est même pire après, d'un point de vue énergétique, qu'au départ. C'est-à-dire qu'en ayant corrigé ce que le linter lui disait, il obtient un score, on va dire, énergétique plus mauvais qu'au départ. Bon, il y a ça. Et puis à droite, un papier de 2018 sur qu'est-ce que ça fait de refactoriser ces codes smell et sur l'impact énergétique. Alors regardez les exemples de codes smell, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, feature envie, type checking, longue méthode, donc une méthode qui a trop de lignes de code, God class, la classe Dieu,
le fait d'avoir du code dupliqué, etc., qui sont effectivement des choses pas terribles, hein, qu'il faut, je pense, corriger. Et alors eux, bon, ils avaient l'air de dire que ça améliorait un petit le fait d'éliminer ces problèmes, améliorait un peu l'efficacité énergétique. Bon, mais c'est pas très clair tout ça, vous voyez, hein, moi j'ai mis qui a raison dans cette histoire. Certains disent que c'est pire qu'avant, d'autres disent que c'est mieux, etc. Moi je pense que il faut pas il faut pas prendre la littérature classique. Il faut plonger véritablement dans le vert. Il se trouve qu'il y a des travaux qui ont fait cet effort de vraiment colorer en vert des grands principes de génie logiciel. Alors moi, ma vision, elle est la suivante. Vous avez 3 niveaux de granularité, en fait c'est le titre de ma présentation. Vous avez au plus haut niveau d'abstraction des tactiques architecturales pour être plus vert. Juste en dessous, vous avez des motifs de conception pour être plus vert. Et en dernier niveau, vous avez des odeurs de code pour être plus vert. Ce qui est intéressant, c'est donc, remarquer le niveau d'abstraction. On ne peut pas être plus abstrait et plus haut niveau que des tactiques. Et à l'inverse, on ne peut pas être plus bas niveau et concret que des codes SMEL. Et l'impact vert, il est évidemment beaucoup plus élevé. Une tactique architecturale, on va en discuter maintenant, c'est un levier beaucoup plus fort qu'un motif de conception et lui-même beaucoup plus fort qu'un code SMEL. Mais on pourrait se dire, bah, tout le monde va aller travailler sur les tactiques architecturales puisque c'est là qu'il y a le plus d'impact. Oui, mais vous avez un effet qui est l'automatisation. J'y reviendrai parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Elle est dans le sens inverse. Vous ne pouvez quasiment rien automatiser au niveau le plus abstrait, au niveau des tactiques, très peu au niveau des patterns, mais beaucoup au niveau des SMEL. Et vous allez voir, c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse. Je spoil un peu, mais je fais une revue de littérature, mais moi, ce qui m'intéresse pour ceux qui connaissent mon travail, c'est en fait le dernier niveau, le moins impactant, mais le plus automatisable. Et j'assume cette position. Alors c'est parti, on va voir un peu ce que proposent les gens. C'est ma vision des choses, hein, mais ce qu'on pourrait être des tactiques vertes. Alors la première, c'est build or not to build. C'est la tactique. En gros, l'idée, c'est le logiciel. On peut raisonner logiciel ou une fonctionnalité du logiciel. Hein, pour ça, c'est pareil. Avec le moins d'impact, c'est celui qu'on ne construit pas. C'est l'histoire des 3 U appliqués au logiciel. Hein, useful, usable and used. Là. Alors j'ai beaucoup moqué cette phrase en fait, pour être très honnête, en disant bah oui mais c'est pas du génie logiciel de me dire le meilleur logiciel c'est celui qu'on construit pas. Du coup il n'y a pas d'ingénierie puisqu'on le construit pas. Et puis après réflexion, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. Par contre là il y a pas beaucoup de papier. Hein. Mais par contre c'est pas déconnant de me dire en fait si on pouvait dire ce qu'on veut faire avec une spécification de très haut niveau et qu'on ait automatiquement un go ou un no-go, ça c'est pas idiot d'un point de vue génie logiciel. Vous voyez ce que je veux dire on a un assistant qui nous dit bah là ce que tu vas construire laisse tomber, ça respecte pas les 3 U, vaut mieux que tu fasses autre chose. Et là on tombe comment dire ces sujets-là pour moi ils doivent être pris par les cultures agiles ou lean, etc. Donc c'est pas déconnant en génie logiciel après avoir beaucoup moqué cette phrase, je me rends compte qu'il y a peut-être des trucs super à faire sur cette tactique qui est la plus radicale en fait. C'est construire ou ne pas construire. Et effectivement, hein, ne pas construire, c'est ultra efficace. On va un peu plus concret, on va dire, il y a des gens qui ont réfléchi à des tactiques. Alors j'ai mis tout besoin ou domaine spécifique. C'est un peu la même équipe de gens. Alors regardez, donc à gauche, vous avez des pratiques générales, donc tout besoin, où ils vous disent, bah, il faut optimiser la compilation, faire des interfaces graphiques efficientes, du lazy loading, réduire les fuites de mémoire, faire de l'asynchrone, etc. Et regardez d'ailleurs la dernière pratique, avec laquelle du coup je suis pas trop d'accord si vous suivez le truc. Il faut privilégier les langages de programmation bas niveau. Il faisait évidemment référence à C par exemple ou C++, parce qu'ils étaient bien classés dans le papier d'avant.
Bon, en tout cas, ils disent voilà, si vous voulez vous lancer dans un logiciel vert, il faudrait respecter ces tactiques-là de très haut niveau qui disent tout et rien en même temps, hein. Vous voyez, le niveau d'abstraction est encore très haut, hein. Réduire les fuites de mémoire, oui, mais comment, hein. On voit le niveau d'abstraction qui est élevé. Et après, ils ont décliné ça, et ça c'est vachement intéressant, pour par exemple des gens qui veulent certes faire du logiciel, mais basé sur le machine learning. Alors voilà, donc en plus c'est bien fait, hein, c'est structuré sur les données, les algorithmes, etc. Donc on va pas tout passer en revue, c'est juste pour vous dire, la littérature a produit des papiers de recherche sur des tactiques architecturales pour les systèmes basés sur le machine learning. Et puis pareil, ils ont essayé de faire un travail un peu équivalent pour les gens qui veulent faire du logiciel en mode cloud, avec des catégories, vous voyez, les tactiques, consolidation, modélisation de l'énergie, adaptation de services, etc., etc. Donc il y a des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a des gens qui réfléchissent à ces tactiques. Le terme, il peut changer, hein, mais moi j'aime bien le terme de tactique. Très haut niveau pour déjà bien démarrer le développement de son logiciel. Moi j'ai fait un travail que j'ai appelé le choix du développeur comme une tactique. Je l'ai fait avec Green Spector, pour ceux qui connaissent, enfin notamment Olivier Philippot. Euh, En fait, l'idée, c'était de se dire, bah, il y a une des tactiques, c'est quand on fait une application mobile, est-ce qu'on fait du cross-platform ou du natif? Et j'ai rajouté parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc on voit, donc je voulais montrer, enfin essayer de montrer, est-ce que ce choix, il va influencer tout le reste d'un point de vue écologique? Et alors, donc on a fait une étude basée sur la mesure, hein, c'est pour ça qu'il y avait Inspector. Pareil, on a étudié en fait en fonction du natif. Alors natif, c'est Swift, Kotlin. Et le cross-platform, c'était Kotlin Mobile Multiplatform, Flutter et React Native. Bon. Et on avait étudié trois dimensions, la taille des binaires, la quantité de données transférées et l'énergie en milliampères-heure là, sur un use case bien précis. Bon, on a eu quelques valeurs qu'on n'a pas pu récupérer, c'est pour ça que c'est une étude un peu préliminaire. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Pareil, on n'est pas là pour décortiquer le papier. Bah, c'est que le cross-platform, contre toute attente, était pas si déconnant que ça, donc j'étais le premier surpris. Autant sur, je sais pas si vous voyez, l'AppSize, c'est imbattable, hein, le natif fait des APK beaucoup, pardon, des binaires, APK c'est pour Android, fait des binaires beaucoup plus petits, donc c'est intéressant parce que moins d'espace de stockage, moins de transfert, les updates sont plus légers, etc. Donc, il y a plein de choses écologiques très intéressantes. Donc là, c'est le natif qui gagne, mais après, c'est plus complexe dans la quantité de données transférées et même la consommation d'énergie pure. Et bah, le choix, il n'est pas si simple. Donc déjà, c'était intéressant de se dire, ce choix de départ, il peut avoir une influence sur l'écologie, on va dire. Donc les tactiques, c'est ça, c'est très haut niveau et ça repose sur le choix de l'équipe de développement. Voilà. Au niveau d'abstraction un peu plus bas, vous avez donc ce que j'appelle les patterns green, des gens qui ont fait l'effort de réfléchir vraiment à des motifs spécifique pour le green. Alors j'adore ce papier, c'est celui qui m'a inspiré pour être très honnête le plus. Il a été publié en 2019, c'est un catalogue de patterns énergétiques pour les applications mobiles. Oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais je ne crois pas trop au pattern universel. Pour moi, construire une application mobile, c'est pas pareil que construire une application cloud, c'est pas pareil que construire un truc à base d'IA, et c'est pas pareil, bon, etc. Ou de faire de l'embarquer dans une box. Enfin, donc pour moi, il faut faire des patterns par catégorie. En fait. Donc lui, il a réfléchi sur quand on fait une application mobile, il a défini, je sais pas combien il y en a là, les patterns que vous voyez. Il y a une description plus détaillée, mais voilà, il dit voilà ce qu'il faut faire. Il faut privilégier des couleurs pour les dark UI. Ça reste encore au niveau, vous voyez, éviter du travail superflu, favoriser le push par rapport au pôle, ok, fusionner les capteurs, bon. Je vous fais remarquer ça parce que je pense que je vais en reparler plus tard et c'est vrai, hein, il faut éviter tout ce qui est animation et graphique superflu, hein, pour être sobre d'une certaine manière. Des choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord, hein, ici il est marqué supprimer les logs. Je sais pourquoi il a dit ça, parce qu'il y a un papier de recherche qui montrait que tous les logs qu'on laisse partout, donc les instructions de journalisation qu'on laisse un peu partout dans l'application, avaient une influence énergétique. Bon, déjà, je suis pas très convaincu, mais même surtout, je peux pas demander aux développeurs de supprimer toutes ces instructions de log. Enfin, je veux dire, ça paraît pas, pas très jouable, je pense.
Bon, etc. Et réduire la taille, vous voyez ici là, reduce size, bah, je suis d'accord, hein, c'était ce que montrait mon papier avec Greenspector. Il faut réduire la taille des binaires hein, sur mobile. Bon, ok. Donc voilà, donc lui il a réfléchi à ça, c'est un papier qui est très cité parce que c'est un effort qu'il a fait de dire voilà ce qu'il faut respecter pour faire des applications mobiles plus vertes. Mais vous remarquez que vous êtes encore à un niveau d'abstraction assez élevé, ça ne vous dit pas concrètement qu'est-ce que je dois écrire dans mon IDE, d'accord? Mais et là, tout récemment, donc dans XI, la conférence dont je parlais, le top mondial, ils ont essayé de se dire est-ce qu'on peut pas faire pareil? En fait, ils ont essayé de porter leur pattern pour faire des apps web. Donc ça, ils font ce que moi je dis, c'est-à-dire qu'il faut faire par domaine. Ah oui, j'ai oublié les applications web. Pour moi, les patterns du web, c'est peut-être pas ceux du mobile, ou peut-être que oui, ou peut-être que non. Bon, donc il y a un sous-ensemble qu'ils ont essayé de porter, on va pas rentrer en détail. On retrouve, vous voyez, en premier, le pattern, éviter les animations, les graphiques et les animations superflues, éviter le travail superflu, faire batcher les opérations, utiliser le cache, etc., etc. Donc ils ont réfléchi à ça, ils ont fait des mesures et tout. Donc c'est intéressant. Euh, Pareil, hein, je dis, je sais pas si le développeur web, quand il voit ça, il sait immédiatement ce qu'il faut faire, mais bon, ça a le mérite d'exister. On peut trouver des espèces de patterns, même dans les documentations. Ça, c'est le guide pour les gens qui font des apps sous macOS. C'est un peu tout mélangé quand on regarde bien. Il y a à la fois des espèces de conseils et de pratiques qui vous disent, par exemple, il faut pas trop utiliser d'animation. On en revient à cette histoire. Il faut pas trop utiliser l'opacité des vues qui se superposent. Il faut pas trop switcher de contexte. Faut pas trop dessiner de choses à l'écran. Pas trop utiliser de timer. Hein, donc voilà. Donc ah oui, et puis un des derniers là qui est en bas qui est très important effectivement sur mobile. Enfin pardon. Sur tous les périphériques, faut pas l'empêcher de tomber en sommeil, faut pas l'empêcher de s'endormir. Donc vous voyez, même au niveau des documentations, on trouve des patterns par catégorie. Donc ça, c'est ce que disent les ingénieurs d'Apple. Et j'avais quand même envie de citer le travail de fond qui a été fait par la Green Software Foundation, GSF, qui a 3 catégories de patterns. Donc là, je suis d'accord avec ça, parce que moi je dis il faut le faire par catégorie. On a des patterns web, des patterns cloud et des patterns IA. Alors eux, ils n'ont pas de pattern mobile, ça tombe très bien parce que du coup, moi, c'est la niche dans laquelle je suis. Bon, bah là, voilà, regardez ce qu'ils vous disent. Il faut éviter d'enchaîner des requêtes critiques, pas avoir un DOM, une taille de document en fait trop grand. Qu'est-ce qu'ils nous disent avoir de la compression ou de la minification, je pense qu'il doit y avoir un moment donné. Il faut voilà, minify web asset, donc minifier le JavaScript, minifier le CSS, etc., etc. Optimiser la taille des images, bon, enlever les définitions CSS qui ne servent à rien. Bon, ok. Donc des trucs aussi, vous voyez, pour le cloud, compresser les données stockées, bon, voilà. Et puis quelques patterns également pour l'IA. Moi, ce que je reproche toujours, c'est regardez le premier, bah, il faut optimiser la taille du modèle. Oui, vaste sujet. Enfin, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Donc, ok, c'est un travail qui est intéressant. Mais on voit encore le niveau d'abstraction qui fait qu'on ne peut pas automatiser quoi que ce soit. Ça repose en fait sur le talent des développeurs. Voilà, ça repose sur le talent des développeurs. Et donc, je vais vous parler le dernier niveau d'abstraction, qui serait les odeurs vertes. Ça se traduit pas du tout bien en français. Et alors, moi, j'ai commencé mon travail avec deux papiers vraiment, vraiment chouettes. Le premier, c'est encore une fois nos amis lillois de l'INRIA. C'était 2017. Et alors, ils regardaient, ils voulaient voir l'impact énergétique des semelles Android, mais c'était vraiment, ça se voit pas dans le titre, des vrais semelles, des vrais nouveaux semelles. C'était pas des semelles historiques de la programmation orientée objet. Il y avait une histoire de HMAP sous Android, des getter-setters dans le cadre particulier de Dalvik, qui était la VM Java à cette époque-là, en tout cas sous Android. Et il y avait même quelque chose que j'ai gardé dans mon travail après, un picture smell. Alors c'est une odeur, mais qui n'est pas sur le code source, qui est sur les images qui étaient packagées
dans le binaire en fait. Et moi j'ai gardé cette idée parce que j'ai toujours dit qu'on pouvait trouver des odeurs ailleurs que dans du code pur en fait. Et même une image, un format d'image ou même le contenu de l'image peut puer et ne pas être terrible en fait. Donc j'ai trouvé cette idée vraiment très bien. Et parallèlement, donc 2019, il y avait ce papier, donc des codes SMEL pour la consommation d'énergie sur mobile, et ils étudiaient, vous voyez, les études sont très limitées, mais ils étudiaient 4 SMEL, voilà, le linking thread, le member ignoring method et la boucle lente. Voilà. Je vous expliquerai juste après que moi j'ai développé mes propres codes SMEL justement parce que je trouvais ça un peu, je voulais aller un peu plus loin en fait. Voilà. Mais en tout cas, ces deux papiers, ils sont vraiment fondamentaux à un moment où personne ne s'occupait de ce sujet, quoi. Alors maintenant, on va rentrer, toujours pas, on balaye de manière très simple, parce que je vois qu'il est déjà 11h30, pardon. J'ai bientôt fini. Enfin, bon. J'ai créé une taxonomie, j'ai créé mes propres cosmels. Je vais pas trop rentrer dans le détail, donc vous voyez, j'ai créé des catégories. Et je vous invite à aller sur le lien qui est en dessous. Là, on va pas les passer en revue. J'ai créé plus d'une, vous voyez, au lieu de faire 4 semelles, j'en ai fait plus de 40. 42 pour Android et puis 10 ou 11 pour iOS. Donc je vous laisse regarder ça. Ils sont hébergés sur le CNUMER. Vous avez les bonnes pratiques, 115 bonnes pratiques web, je crois. Et juste en dessous, il y a mon dépôt sur les bonnes pratiques mobiles. Je vous donne juste un exemple. Dans la catégorie bottleneck, donc goulot d'étranglement en français, ça se traduit toujours pas très bien, il y a un smell que j'ai appelé Internet in the Loop. C'est-à-dire, il ne faut pas ouvrir une connexion à l'intérieur d'une structure itérative, on va dire, de manière large. Donc, c'est le code que vous avez à droite. Ici, je vais requêter mon serveur 20 fois pour avoir le fichier 1, le fichier 2, le fichier 3, etc. et faire quelque chose dessus. Donc ça, c'est mauvais. J'espère que vous comprenez qu'évidemment, c'est mauvais, la façon de faire est mauvaise. Et plus loin, la question, c'est ouais, mais comment je corrige un truc comme ça? Donc c'est repair, comment je peux réparer? Et ben, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle le quick fix, la correction rapide. C'est en fait de switcher vers des composants Android qui sont faits pour ça, et notamment le Download Manager. Hein, vous regardez l'API Android, qui est prévu pour faire ça mieux que vous, pour gérer du multi-téléchargement, pour du multi-requêtage HTTP. Donc il va le faire avec une logique beaucoup plus intelligente que vous-même. Donc il faut prendre ça. Et on peut même voir le truc à beaucoup plus long terme, c'est que peut-être vous n'avez pas bien pensé l'architecture de votre application, puisque vous pourriez vous dire, plutôt que d'appeler 20 fois un point d'API, parce que finalement, là, on peut imaginer derrière, c'est une API web, HTTP, quoi, peut-être qu'il fallait prévoir un endpoint complément différent qui vous renvoie d'un coup les 20 fichiers. Intéressant. Voilà, et on pourrait se dire, personne ne fait ça. J'ai commencé une étude avec un autre laboratoire. On a étudié 3000 dépôts open source Android et on découvre que 4% des gens font ce que je suis en train de dire là. Donc ça prouve qu'il y a un réel besoin. Voilà, donc en fait moi j'ai travaillé là-dessus. Comment détecter ces codes smell et ces points chauds dans du code notamment mobile, en développant, donc pour ceux qui connaissent ce que j'ai fait, d'abord une preuve de concept, c'était un premier papier en 2020 dans Android Studio, et après qui est devenu EcoCode, c'est-à-dire un plugin SonarCube que vous connaissez peut-être, sur lequel on organise un hackathon chaque année, et qui aura lieu au mois de mai prochain à Paris. Donc j'ai pas le temps de faire de démonstration. Bon, soit je m'arrête là, soit je vous donne la nourriture pour l'esprit, je sais pas, comme vous voulez. Je pense qu'on a encore un peu de temps, même si. Ouais, j'ai quelques slides, hein, c'est pour ouvrir un peu le débat. Donc je rentre pas sur le détail de mes travaux. Le truc qu'il faut remarquer avec l'approche par code smell, c'est qu'il y a des bons smells et des bad smells. Et en fait, les outils de qualité de code, je pense notamment à Sonar ou autres, eux, ils se focalisent que sur les bad smells. C'est-à-dire punir en fait le développeur en lui disant ce que tu as fait, c'est pas bien. En fait, moi, je suis dans un domaine, le green, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de good smell et qu'on pouvait les voir comme des récompenses en fait, et non pas que des punitions, des récompenses pour amener les équipes de développement à se dire ouais, ce que vous faites, c'est bien les gars. Et donc j'ai des exemples en fait. Alors du coup, les outils actuels sont pas adaptés à ce que moi j'ai envie de faire.
Et du coup, on pourrait imaginer un score de qualité qui prend en compte tout ça. Ok, vous faites des choses mal, vous perdez des points, mais vous faites des choses bien, vous gagnez des points. Et l'un dans l'autre, vous pouvez vous retrouver avec un score de qualité qui est pas déconnant. Donc voilà, c'est une réflexion. C'est pas moi qui vais changer le fonctionnement des outils de qualité de code, mais j'aurais eu besoin de ça. Parallèlement, j'ai écrit un petit article. Voilà, bon, c'est avec ma thésarde. C'était de se dire, quand on écrit des règles de détection, par exemple dans Sonar, tout va à une vitesse folle parce que tout le monde a besoin de. Par exemple, la règle tout à l'heure, c'était Internet in the loop. Donc pas d'appel HTTP dans une boucle. Tout le monde en a besoin. Ceux qui font du Swift, ils veulent la détection de ce problème. Ceux qui font de l'Objective-C aussi. Ceux qui font du Kotlin aussi. Ceux qui font de l'Android aussi. Ceux qui font du Flutter me disent, ah bah nous, on aimerait bien la même chose. Ceux qui font du React Native aussi. Après, il y a ceux qui disent, donc ça, c'est sur les plateformes mobiles. Voilà. Il y a tout après les outils de scan de code. Il y a Sonar, mais il n'y a pas que Sonar. Il y en a pas. Bon, bref. Donc là, c'était une réflexion globale, c'est comment on pourrait en fait écrire write once, detect everywhere, comment on pourrait écrire en fait le smell une fois et générer automatiquement des analyses, des analyseurs de code automatiquement pour en fait gérer toute cette hétérogénéité technologique en fait. Bon, ça c'était juste un truc que j'avais en tête depuis longtemps par rapport à mon ancienne spécialité qui sont l'ingénierie dirigée par les modèles. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est en train d'entrer dans l'ère de la détection à base d'IA. Et je traîne un vieux problème depuis quelques années qui était sur Android. On nous dit il y a une bonne pratique qui est faut utiliser un cache. Bon, enfin faut cacher, c'est mettre en cache. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est depuis le début, on traîne ça comme un boulet. C'est statiquement indétectable. Les outils comme Sonar font de l'analyse statique. Parce que ça veut dire plein de choses. Mettre en cache, ça veut dire mettre en cache le résultat de ces appels HTTP, ça veut dire mémoriser ces fonctions, ça peut aussi vouloir dire faire, pour ceux qui ont déjà fait des vues graphiques dans Android, il y a un petit pattern que tout le monde a fini par faire qui s'appelle le view holder, en fait c'est un cache. Mais tout ça est totalement libre, chacun le code absolument comme il veut. Donc c'est indétectable parce que visiter des nœuds dans un arbre de syntaxe, ce que font les scanners de code classiques, bah en fait, on est déjà dépassé. Moi, j'arrive pas à détecter cette histoire de cache en faisant comme ça, alors que tout ce qui est basé sur les LLM, ça marche. Donc pour moi, c'est clairement le futur de la. Ça change rien à mon travail. Il y a des codes smell, il faut les détecter, mais je pense qu'on peut les détecter ultra finement avec des techniques d'IA et voire même les corriger. Et là, j'en parlais tout à l'heure, on peut corriger les problèmes. L'IA peut suggérer des corrections, voire même corriger tout seul votre code. Et juste pour tester, on s'était amusé. C'est juste pour voir la possibilité. On avait pris EcoCode et on lui avait rajouté un peu d'intelligence. On avait rigolé, on a appelé ça EcoBrain. C'était juste le code qui était là, c'était pour prendre un bout de code Java, c'est pas du tout Android, hein, un bout de code Java qui fait un calcul de Fibonacci, mais en utilisant la mémorisation. C'est-à-dire il met en cache les résultats qu'il a déjà calculés. Et on a demandé tout simplement avec au chat OpenAI, disant est-ce que ce code, il est mémorisé ou pas? Est-ce que ce code utilise un cache ou pas? Et il répond super bien, ligne après ligne, il nous dit oui, alors ici, il y a l'utilisation d'un cache. Ça marche du feu de Dieu. Donc en fait, ça voudrait dire que oui, le futur de la détection, tout ce qu'on n'arrivait pas à détecter, on peut le détecter avec des techniques d'IA. Et tout ce que je ne sais pas corriger automatiquement, on pourrait le corriger avec des techniques d'IA. C'était juste ça la finalité. Qu'est-ce que vous devez retenir de ma présentation? C'est que construire du logiciel vert, c'est pas construire du logiciel comme d'hab. C'était vraiment la partie brûler ses idoles. Ce qu'on pensait être super bien d'un point de vue génie logiciel traditionnel, c'est pas forcément vrai en fait, ou ça fait pas avancer Schmilblick d'un point de vue logiciel vert. Premier point. Deuxième point, donc l'ingénierie logicielle verte, il est temps qu'elle donne des pratiques actionnables. Et pas juste dire il faut faire mieux. Oui, ça d'accord. Mais... Donc il faut des pratiques. Et moi, ce que je dis, c'est que ce que je vous ai montré, les tactiques, les patterns et les smells, c'est 3 niveaux de pratiques, avec les avantages et inconvénients dont j'ai parlé. Mon cœur, évidemment, penche plutôt vers la partie la plus basse, puisque on peut automatiser et systématiser. Un outil comme Sonar, hein, ça peut s'installer, donc c'est ce qu'on a fait avec EcoCode, ça s'installe dans toutes les chaînes de développement et ça touche tout de suite potentiellement des milliers, des millions même de développeurs, si on veut.
Donc pour moi, la systématisation, l'automatisation, c'est la clé pour avoir de l'échelle à l'impact. C'est sûr que la ligne numéro 3 d'un petit code, bon, ça, on s'en fout. Mais si on voit ça à très large échelle, bah oui, en fait, ça a de l'impact d'attaquer le problème avec des codes SMEL. Et puis je finirai juste sur ça, qu'on le veuille ou non, vous voyez, bon là je suis quand même au bon endroit chez Boavista, mais le greener is coming, puisque que ce soit au niveau de l'État, où il y a depuis 2023, il y a une task force sur le numérique éco-responsable, et puis parallèlement on voit la littérature, il y a un livre qui pourrait devenir typiquement un best-seller, hein, Building Green Software, c'est un truc qui n'existe pas, qui a été publié en 2024. Donc voilà, ça arrive et il y a une dynamique qui ne se dément pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, très intéressant Olivier. Il y a beaucoup de questions et de commentaires dans le chat. Pardon, je ne pouvais pas lire les questions en même temps. Donc Non, bien sûr. Donc je pense que ça vaut le coup de les revoir un peu, mais il y a sûrement d'autres questions à l'oral. Donc on a une petite vingtaine de minutes. C'est pas mal. Ouais. Je vais aller un peu vite, hein, mais bon, il ne faut pas trop ennuyer les gens. Ouais. Mais je peux répondre aux questions maintenant. Ouais, je pense qu'il y avait dans le chat, si tu remontes un peu, il y a quand même pas mal de. Ah, il faut que je prenne les. D'accord. Ou sinon, tu les prends les questions à l'oral d'abord, hein, mais comme vous voulez. Attendez. Ouais, à l'oral peut-être. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose. Ou... Je crois que Yuen, tu as levé la main. Oui. Oui. Oui, le temps de faire le partage. Merci Olivier pour cette présentation. C'est rare d'avoir ce niveau d'état de l'art dès qu'on parle de green et de développement. Pour avoir depuis 4 ans que je traîne, c'est le meilleur état de l'art que j'ai vu. J'avais une question pas sérieuse et après une question sérieuse. Oui. La question pas sérieuse, n'hésite pas à faire une petite pige au niveau de l'ARCEP pour le RGESN pour monter un peu le niveau, que ce soit exploitable notamment pour les équipes qui sont dans les DSI derrière. Alors, ouais. Bon, moi, j'ai travaillé sur le GR491, alors, dont on trouve une forme d'inspiration dans le RGESN. Et j'avais déjà écrit au RGESN en disant qu'il fallait faire des typologies. Bon, on va voir si vous êtes d'accord avec moi, il faut faire des typologies applicatives, parce que moi, je ne crois pas à un référentiel. Il s'appelle référentiel général, donc il est général, je comprends, mais qu'il fallait le décliner par grands domaines, web, mobile, cloud, IA, etc. Bon, ils ont dit, OK, on entend votre point de vue. Et après, d'un point de vue plus technique, c'est que moi, dans le RGESN, en fait, je ne trouve pas ce qui me convient, puisque j'arrive pas à automatiser, puisqu'on serait à la fois au niveau tactique et pattern, si je faisais un peu le parallèle avec ma présentation. C'est des pratiques de très haut niveau, donc que je ne peux pas mettre dans un outil comme un scanner de code, par exemple. Ok, t'es pas les seuls à les embêter là-dessus, du coup. Et la question. Voilà, donc j'en ai pas parlé du RGESN. Okay. La question plus sérieuse, c'est les études que tu as montrées, c'est très orienté application cliente, application mobile, application cliente sur un ordi. Côté serveur, il y a à la fois la consommation, mais aussi à la fois le nombre d'utilisateurs que peut prendre l'application. Ouais. Un exemple de Java qui va prendre beaucoup de mémoire, consommer beaucoup au début, mais qui va être capable de prendre plus de volumétrie derrière. Sachant que si tu prends plus de volumétrie, tu loues ou tu achètes moins de machines derrière. Est-ce que tu as vu des études là-dessus? Est-ce que c'est des parties que tu as explorées? Je vais. En fait, vous avez vu que c'est très orienté par rapport à mon travail, donc je vais pas me prononcer sur l'état de l'art côté serveur où je connais un peu moins ce qui se fait. Il faudrait presque faire une revue de littérature pour voir aussi ce que les gens disent plutôt côté serveur. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, on se rend bien compte que je suis plutôt côté client, hein, que ce soit mobile ou. C'est vrai que donc je sais pas, je vais pas me prononcer sur ce qui est dit côté serveur. Voilà. De côté Boavista, on a travaillé sur la partie co-benchmark qui était plus comparer le serveur et on comparait à la fois la conso et à la fois le nombre d'utilisateurs que tu pouvais accepter. Ouais. Mais après, c'est sur nos temps libres, donc on n'avance pas aussi vite que vous dans les recherches. C'est pour ça, si tu avais... En fait, côté serveur, ce qui est intéressant, c'est la volumétrie. Je rebondis juste là-dessus. Bah, sur mobile aussi, hein, tu sais, une ligne de code sur une appli très populaire, il y a des millions de gens qui la lancent toute la journée. Donc, bon, hein. Et côté serveur aussi, une petite erreur de code, erreur au sens code smell, répétée des millions de fois chaque jour, nuit et jour, ça a tout de suite des... C'est pas l'impact unitaire, c'est l'impact unitaire passé à l'échelle. Ce que je disais, c'était ma conclusion en fait.
mine de rien, c'est pas si anecdotique que ça, quoi. Et côté serveur, il y a vraiment cet aspect échelle, quoi. Enfin, dès lors qu'on a beaucoup d'utilisateurs, hein, évidemment. Ok. Merci. Ok, donc on va creuser encore. Merci. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans le chat, comme je disais. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral, là, tout de suite? Non. Alors, dans le chat, si je remonte, il y avait Bertrand. Oui, pardon, Bruno. Ouais, en fait, je peux juste du coup reprendre un peu ma question. Du coup, je vais rester sur l'aspect mobile et souvent, en fait, enfin moi, la plupart des gens qui travaillent sur le domaine de l'écologie et du logiciel, ils disent le truc qui a le plus d'impact environnemental, c'est de garder ces mobiles le plus longtemps possible. Ouais. Parce que l'impact environnemental le plus important, il est lié à la matérialité du numérique. Et bon, un peu du runtime, mais globalement. Et donc, je me demandais, puisque là, tu parlais de smell ou green smell, donc on peut prendre ça d'un point de vue global. Est-ce que dans toutes les études que tu as vues, et merci pour toute cette revue d'études, il y a plein de choses intéressantes dans lesquelles il faudrait que j'essaye de me plonger. Des choses qui concernent justement la lutte contre l'obsolescence programmée, le fait de faire durer, que le code puisse permettre à des par optimisation ou par éviter de devoir changer de mobile parce qu'on veut prendre le dernier. Mais ça, en fait, alors, quand tu regardes, personne ne traite ce sujet parce que tu peux pas. Alors, j'ai deux niveaux de réponse. Au départ, tu peux pas gérer ça au niveau de ta ligne de code. Enfin, c'est pas la ligne 33 ou la 34 de ton code qui fait qu'à la fin, Kevin, il va changer son smartphone. Ça peut, c'est-à-dire que il faut donner un exemple. Alors, moi, j'ai un exemple, mais j'ai mis longtemps à le trouver. C'est pour ça que je dis que c'est pas simple. En tout cas, dans la littérature, personne n'a essayé de faire ce genre de choses. Et je regardais ta question, on peut pas non plus attribuer à, par exemple, qu'est-ce qui tape dans les ressources abiotiques, qu'est-ce qui pollue, etc. Je reprends mon exemple, quelqu'un fait une requête HTTP bêtement dans une boucle. Comment attribuer ça à de la pollution, du carbone, de l'eau mais je sais pas. C'est totalement deux mondes qui nous. Tu sais que c'est pas bien, mais tu peux pas attribuer concrètement. Et d'ailleurs, je me lance absolument pas là-dedans. Tu peux pas attribuer cette erreur de code à des axes multicritères, comme tu vois ce que je veux dire. Alors, et la deuxième réponse, c'est que j'avais quand même réfléchi à la question. Je sais pas si vous voyez toujours mon écran. Beaucoup plus tard, dans ma taxonomie, j'ai rajouté la longévité. Vous la voyez là en pointillé? Oui, c'est bon. Ouais. Parce que j'avais trouvé quand même, je vous donne un exemple de code smell Android pour la longévité. Bon, c'est de pas mettre il y a un paramètre qui s'appelle le min SDK, qui est fait par le développeur, qui dit en dessous de quel niveau de SDK je ne veux pas qu'on installe mon application. Ou plutôt dans l'autre sens, à partir de quel niveau de SDK je suis OK pour qu'on installe mon application. Et comme les gens ont tendance à mettre ce chiffre trop haut, ils enlèvent ils font sortir tous les gens qui n'ont pas des smartphones dernier cri de leur cible. Et c'est ça qui pousse à acheter le nouveau smartphone, puisque l'application a dit, moi, je ne m'installe pas sur un vieil Android. Donc en fait, c'est bien un problème c'est le développeur qui, là, pour le coup, a un impact sur la longévité, on va dire. Ouais, enfin, ça, c'est. En fait, pour repréciser, en fait, dans la suitability, on a cette partie sociale. Cette partie sociale, elle est écrite dans les textes et c'est une obligation légale. Ça s'appelle l'accessibilité numérique et elle oblige à faire de la conception avec les utilisateurs et en fait à calculer la longévité en fonction de ce qu'elle apporte et qu'elle apporte pas aux utilisateurs. Et en fait, ce qu'on oublie dans le green, c'est d'intégrer la partie sociale, parce que là, on parle que d'optimisation. Et la longévité, elle est définie par la conception avec les utilisateurs et c'est l'activité d'accessibilité numérique qu'il faut inclure quand on veut faire des logiciels green. Et c'est pareil pour l'IA, c'est écrit dans l'IA Act. Alors, moi, ce que je dis juste, c'est où sont ces bonnes pratiques
Et ensuite, est-ce que sont automatisables? Parce que si elles sont pas automatisables, ce qui est ce que je pense, personne ne va s'y référer et personne ne va les appliquer à grande échelle. Ouais, mais là, on parle plus de code, on parle de conception pour que Ah ce oui, soit justement. pratique pour les gens. Et en Voilà, fait, si moi, t'as pas cette phase d'alignement entre les usagers et comment ils utilisent leurs outils et le code, bah en fait, t'as pas de contexte. Là, on est en train de parler de code non ouais. contextualisé à une situation, et c'est tout le problème aujourd'hui de l'optimisation, c'est-à-dire que la longévité d'une application, d'un usage, ne peut être mis au regard que de l'usage qu'en ont les personnes. Et ça, on oublie de le faire dans la conception logicielle, donc forcément, à un moment donné, bah, en fait, on sait pas dire. Et on est limité dans les choix qu'on peut faire dans le code. En Et tout ça, cas, c'est une évolution globale des équipes, sauf qu'on ne le fait pas. Du coup, on peut pas se poser la question, puisque la question n'existe pas. Elle n'est pas, elle n'existe pas dans le mode de conception. c'est vrai que moi, c'était ce que j'avais annoncé hein, dans mon groupe de travail. On s'occupe vraiment de l'aspect. On s'adresse aux développeurs, en fait. Mais qu'en fait, c'est pour ça que je prononce pas le mot d'éco-conception, si vous avez bien regardé. Parce que l'éco-conception, c'est plein d'autres métiers que du développement. Voilà, donc j'ai fait un focus. Moi, ma spécialité, c'est vraiment le développeur qui est dans son IDE et comment on pourrait l'aider de manière automatique, en fait. Pas si j'ai bien fait passer cette idée. Ouais, je pense que c'était clair. Merci de repréciser le cadre. Si je regarde encore dans les commentaires, il y avait Catherine, par exemple, qui disait, pour info, GPT-4o, je ne sais pas si je le dis bien, propose déjà le type de correction que peut offrir SonarCube, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a juste des petites hallucinations de temps en temps. Est-ce que ça te parle? Je suis pas sûr d'avoir compris la remarque. C'est-à-dire quoi que qui sait Catherine peut peut-être corriger quoi et intervenir. optimiser quoi? Je sais pas. Si Catherine est là, elle est là pour préciser ou pas? Non? Alors, ah si, non. Elle faisait référence à l'optimisation du code. C'est ça. Tu veux en dire plus à l'oral, Catherine, ou sinon? Ok. Bah, sinon, on a une remarque de Olivier de Courcelles qui dit que des chercheurs britanniques ont établi qu'Android version Google émet environ 300 requêtes par jour vers les serveurs Google, même si l'utilisateur n'utilise ni les applications Google ni la localisation. Et Apple environ 50 requêtes par jour. Est-ce que de telles requêtes sont identifiées dans les travaux français? Si oui, ont-elles un fort impact environnemental? Alors là, je pense qu'il y a. Il fait référence au fait que le système d'exploitation Android fait des allers-retours, qu'on le veuille ou non, en fait, vers les serveurs de Google. Mais justement, le développeur, il n'a pas accès. C'est pas le développeur, il construit par-dessus le système d'exploitation. Il maîtrise pas du tout ce que fait les systèmes d'exploitation. Donc je pense qu'on n'est pas exactement au même niveau. Enfin, sauf si j'ai pas bien compris la remarque. Mais le développeur du quotidien, comme je l'appelle, moi par exemple, je peux rien faire par rapport à la façon dont l'OS fonctionne. Mais ce que je peux faire, c'est mon application, éviter de faire les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Internet in the Loop, par exemple. C'est ça mon idée en fait. Parce que ça, je peux agir. Je sais pas si ça répond à la question. Et peut-être que justement, et là je reviens à la remarque juste en dessous d'Olivier Maringo, il y a des OS comme Murena, enfin iOS, je crois que ça s'appelle, E/OS, je sais pas comment on dit, qui sont comment dire, qui sont dégooglisés, on va dire, et qui font probablement pas tous ces allers-retours vers les serveurs pour analyser tout ce que vous faites. Voilà. Mais ça c'est l'operating system, c'est pas le développeur du quotidien. Je ne sais pas si Olivier de Courcelles avait quelque chose à rajouter. Sinon, il y a un peu en bout. Non, on peut, mais c'est vrai que c'est peut-être la question à. Enfin, ça dépasse. Merci d'abord pour la présentation, Olivier. C'était super intéressant. Mais voilà, ça dépasse ce cadre-là du développeur. Mais c'est aussi une question sûrement peut-être à se poser plus généralement.
Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ils sont vertueux ou pas, ces OS libres qui existent pour différents matériels, mais ça pourrait être intéressant de regarder aussi cet angle, même si au départ, c'est souvent pas pour ça qu'ils ont été conçus, c'est plus sur des questions de vie privée, de choses comme ça. Peut-être qu'ils ont des effets vertueux un peu par accident, justement, parce qu'ils communiquent pas, ils envoient sans doute moins de données. Mais je pense une aussi, question. mais je n'ai pas vérifié. Ouais. Mais encore une fois, moi, ma cible, c'est lié au groupement de recherche dans lequel je suis. Ma cible, c'est le développeur du quotidien. Toujours pareil. Donc, il y a plein d'aspects qui s'entremêlent, mais moi, j'ai choisi d'aborder le problème sous l'angle des Green Code Smell, en fait. Voilà. Ok. Alors, il y a Bruno Thomas qui revient sur le RGESN. Je te laisse lire, Olivier. Donc, ce qui était plus efficace en termes d'impact logiciel n'était pas automatisable. Oui, complètement. En fait, c'est ce que je voulais vous dire. Vous trouverez dans le RGESN des choses qui sont au niveau, pour moi, j'appellerais ça tactique, ou voire pattern. Donc, par rapport à ce que je vous avais montré tout à l'heure, hein, c'est ma vision des choses. C'est peut-être la slide la plus importante, en fait, c'est celle-là. Le RGESN, il aurait un peu de tactique et un peu de pattern, donc c'est très impactant. Même les tactiques, c'est ce qu'il y a de plus impactant, mais c'est pas automatisable. C'est tout ce que je dis, en fait. Je ne dis rien de plus. Je critique absolument pas le RGESN. Je dis juste que pour aller vers l'automatisation, ce qu'on appelle les case tools, il faut descendre en abstraction et avoir moins d'impact. Je suis bien conscient que ne pas faire d'appel HTTP dans une boucle, c'est une goutte d'eau par rapport à une tactique de très haut niveau du RGESN. Simplement, on peut l'automatiser. On peut l'automatiser, si on voulait, dans tous les IDE du monde entier. Voilà. Ok. On a Alice qui demande s'il est prévu d'avancer sur le développement en data science. Donc, je sais pas si... Alors, je suppose que là, on parle IA, on va dire. Je me permets ce raccourci data science IA. Il y a des patterns. On l'a vu, hein, j'ai montré le Green Software Foundation a un certain nombre de patterns pour l'IA. On a montré aussi des tactiques pour le machine learning. Et il y a, alors côté CodeSmell, je pense qu'il ce serait un vrai sujet. Mais à ma connaissance, j'ai pas vu grand-chose. Mais je pense que ce serait un truc dingue en fait d'avoir des Green CodeSmell spécifiques à IA, data science, qui fait que quand je suis en train de coder mon petit programme en Python avec du NumPy ou du PyTorch, etc., il me flague les lignes en me disant là, ce que tu es en train de faire, c'est pas terrible. Ouais, ça serait super. Mais c'est la même approche. C'est ça que je peux pas. Moi, j'ai pas le temps de traiter tous les sujets, mais je donne ma vision et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je pense que ce serait vraiment chouette. Il nous reste 2 minutes. Alors, Benoît Petit, est-ce que quelqu'un a déjà regardé si les recos EcoCode sont proches de celles des LLM? Non, c'est vrai que je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Alors, il y a un truc aussi. Hein, j'ai montré que détecter les codes smell, c'est une chose, les corriger, c'est sûr, c'est encore mieux. Un outil comme Sonar ne corrige pas les codes. Hein. Mais encore une fois, je suis pas lié particulièrement à Sonar. C'était une preuve de concept dans Sonar. Je trouvais que c'était bien de le faire. Mais ça corrige pas les erreurs en fait. C'est au développeur de corriger lui-même ses erreurs.